Bonjour à toutes et à tous, et tout d'abord, je vous prie d'excuser mon absence, mais mes contraintes de calendrier ne me permettaient pas d'être présent parmi vous. Et par conséquent, j'ai réalisé ce petit enregistrement pour répondre à la proposition de Franck Jacobet de vous présenter un certain nombre d'éléments, d'informations et de réflexions sur la question de la biodiversité et du carbone en milieu forestier. Alors j'ai choisi de commencer par rappeler quelques éléments un petit peu fondamentaux sur ce qu'est la biodiversité. La biodiversité se définit selon le texte de la Convention sur la diversité biologique qui a été signée en 1992 à Rio de Janeiro. Donc cette biodiversité est définie comme étant la variabilité du vivant. Autrement dit, sur le plan scientifique, on se pose des questions sur l'origine de cette variabilité, comment elle se maintient et quelles sont les conséquences de cette variabilité, aussi bien pour le vivant que pour le milieu environnant. Et évidemment, dans le sillage de la Convention sur la biodiversité de Rio, on se pose aujourd'hui, bien entendu, la question de la signification de cette variabilité du vivant pour les êtres humains, pour les sociétés humaines. Dans la définition de la Convention, il est précisé que la biodiversité doit être appréhendée à trois niveaux. Le niveau écosystème, dont on voit ici une carte, le niveau espèce et le niveau variabilité génétique au sein de chacune des espèces. Alors il faut bien reconnaître que très souvent, euh, la biodiversité est abordée à travers le concept d'espèce. Et très souvent, quand on parle de biodiversité, en réalité, on parle du nombre d'espèces qui sont présentes dans un endroit donné et à un moment donné. Aujourd'hui, donc, cette focale sur le nombre d'espèces se traduit par un inventaire des espèces qui sont présentes à la surface de la planète. Et donc aujourd'hui, on a décrit à peu près un peu plus de 2 millions d'espèces dans différents groupes, hein, beaucoup évidemment chez les invertébrés, mais également chez les plantes, chez les mollusques, chez les vertébrés. Donc ces 2 millions, en fait, ne seraient qu'une petite partie de cette biodiversité totale, de ce nombre d'espèces peuplant la planète, puisque aujourd'hui, on estime que le nombre réel d'espèces se situerait entre 8 et 10 millions d'organismes différents. Donc évidemment, on est encore loin de connaître en quelque sorte la biodiversité. Le mot connaître, d'ailleurs, est un mot exagéré, puisque très souvent, les espèces sont décrites, effectivement, un spécimen est déposé dans un milieu, mais finalement, on ne sait pas grand-chose sur la place de ces espèces dans leur milieu, ce qu'elles y font et quelles sont les contraintes et les ressources dont elles disposent. Et bien entendu, cette focalisation sur le nombre d'espèces ne doit pas faire penser, comme peut-être c'est parfois le cas, que la biodiversité se réduit finalement à une addition d'espèces, à une collection d'espèces. En réalité, toutes ces espèces peuplant la Terre sont plus ou moins influencées les unes par les autres. Elles sont plus ou moins insérées dans des réseaux d'interaction. L'interaction, ça veut dire que deux éléments s'influencent perpétuellement, réciproquement, et que lorsque l'un de ces éléments est modifié, bien évidemment, ça va modifier l'autre élément. La réalité, c'est qu'il n'y a pas deux éléments dans le monde vivant, il y en a 10 ou 12 millions probablement, qui sont reliés notamment par des interactions de type alimentaire. C'est ce qui est représenté sur ce schéma qui présente la question du qui mange quoi. Alors ce qui mange quoi, ici, il est observé dans un étang, avec au sommet un brochet qui mange des perches, des tanches, bref, des poissons qui eux-mêmes se nourrissent d'invertébrés animaux, qui eux-mêmes, à la base, se nourrissent euh, de plancton, c'est-à-dire d'éléments végétaux. Tous les écosystèmes, évidemment, démarrent, enfin tous, pratiquement tous, démarrent
à partir de la production végétale qui est donc issue du processus de photosynthèse. Et donc ici, vous voyez que chaque espèce, finalement, mange plusieurs autres espèces, et donc très vite, on se rend compte que si on ajoute une espèce ou si on en retire une, eh bien, tout ce réseau de relations alimentaires a toutes les chances de changer plus ou moins fortement. En réalité, c'était l'exemple que je vous ai montré était un exemple relativement simple. Dans la réalité, les écosystèmes sont encore plus complexes que ce qui était représenté précédemment. Ici, par exemple, vous avez un réseau également autour d'un oiseau, un oiseau d'eau, et très vite, on voit que toutes ces relations alimentaires se croisent les unes les autres et on finit par plus très bien s'y retrouver. Donc en fait, une bonne partie de la science écologique aujourd'hui, elle essaye de décrypter et de trouver des règles d'organisation dans ces réseaux trophiques, de façon à être capable d'en faire finalement une analyse prédictive, hein, d'essayer de savoir ce qui se passe quand ce réseau d'interaction est soumis à une modification, par exemple à une modification climatique, ou à l'introduction, ou au contraire à la disparition d'une de ses composantes, c'est-à-dire d'une de ses espèces. Donc en fait, on a affaire, quand on travaille sur la biodiversité, hein, à des réseaux d'interaction. On est face à des systèmes complexes, c'est-à-dire à des systèmes qui comportent un grand nombre d'éléments, un grand nombre d'espèces, qui sont toutes reliées, qui sont toutes influencées les unes par les autres, et qui d'ailleurs sont influencées bien entendu par le milieu non vivant, mais également elles-mêmes, ces espèces, sont capables de modifier ce milieu non vivant, c'est-à-dire en fait les caractéristiques physiques et chimiques de l'environnement. Donc c'est ça aujourd'hui la biodiversité, et il faut avoir en tête donc que lorsqu'on parle de diversité, on parle de tout cet ensemble qui a l'air très compliqué comme ça, d'influences réciproques. Alors j'ai dit que c'était compliqué, mais évidemment c'est comme tout, hein, c'est compliqué que tant qu'on ne s'est pas donné la peine de chercher à comprendre ce qui se passe et de chercher à simplifier les choses. Alors sur la biodiversité, on a travaillé sur cette complexité pour essayer de la réduire, et petit à petit apparaissent, comme dans les autres sciences d'ailleurs, des règles générales qui permettent de comprendre cette biodiversité. Alors un exemple qui est aujourd'hui bien établi, finalement dans le sillage de la conférence de Rio, des chercheurs se sont posé la question quelle est l'importance du nombre d'espèces? Donc ils ont, par exemple, les premières manipulations qui ont été faites en Amérique du Nord, dans des prairies, et donc les chercheurs, là, tout simplement, ont fait un tirage au hasard de 5 espèces, de 10 espèces, de 15 espèces, de 20 espèces de plantes herbacées, de graminées, un tirage au hasard dans un lot de graines, et puis ils ont mis en place donc des couverts végétaux avec 5 espèces, 10 espèces, 15 espèces, etc. Et ils ont donc mesuré la productivité, la quantité de matière produite tous les ans par cette prairie, qui peut d'ailleurs être consommée par exemple par des vaches, hein, que si vous êtes éleveur, donc ça c'est le schéma de gauche, et puis également la résistance aux perturbations, quelle était l'importance de ce nombre d'espèces pour la résistance aux perturbations. Et là, les perturbations qui ont été prises en compte, c'est essentiellement la résistance, enfin, c'est la sécheresse, donc on a mesuré la résistance à la sécheresse. Et donc on voit, sur maintenant un très grand nombre d'études qui ont été accumulées depuis une trentaine d'années, qu'effectivement, il n'y a quasiment aucune exception. Quand vous augmentez le nombre d'espèces, vous augmentez la productivité. Et lorsque vous augmentez également le nombre d'espèces, à quelques exceptions près, vous augmentez la résistance à la sécheresse. Autrement dit, dans le milieu de prairie, on peut aujourd'hui considérer qu'il y a une règle qui est bien établie, qui a donc une valeur prédictive, qui est que si vous augmentez la diversité en espèces, eh bien vous augmentez la résistance à la sécheresse et aux perturbations en général, et vous augmentez la productivité de votre prairie. Alors, évidemment, on s'est interrogé sur les mécanismes qu'il y a derrière. Alors, on a en gros de deux grandes catégories. Le premier mécanisme est extrêmement simple, c'est celui qu'on appelle l'effet d'échantillonnage. Il est facile de comprendre, par exemple, lorsqu'on parle de résistance à la sécheresse, pardon, que si vous avez 20 espèces, vous avez plus de chances, dans ce groupe de 20 espèces, d'avoir par exemple une plante à racines profondes qui va être capable d'aller chercher l'eau pendant longtemps,
plus de chances donc que si vous avez seulement 5 espèces à votre disposition. Donc plus vous augmentez le nombre d'espèces, plus vous augmentez finalement les chances d'avoir une espèce qui est adaptée à des conditions variables d'environnement, à un environnement nouveau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet d'échantillonnage. Et puis, il y a d'autres facteurs qui expliquent cette relation positive entre biodiversité, résistance à la sécheresse et productivité. C'est ce qu'on appelle les effets de complémentarité et facilitation. Oui, lorsque vous avez beaucoup d'espèces, et bien finalement, ces espèces se répartissent dans l'espace et exploitent complètement les ressources disponibles, ce qui a tendance à augmenter la productivité. Et puis vous avez également des effets de facilitation, c'est-à-dire que certaines espèces facilitent la croissance d'autres espèces. Par exemple, une plante qui est capable, une légumineuse par exemple, qui est capable de fixer de l'azote, eh bien, va améliorer la nutrition azotée d'autres espèces qui, elles, ne sont pas capables de fixer cet azote atmosphérique. Et tout ça va conduire, du coup, à une amélioration de la productivité, par exemple. Alors, la biodiversité joue sur beaucoup d'autres aspects que sur la productivité ou la résistance à la sécheresse. Elle joue aussi, par exemple, sur la résistance aux maladies. Ça a été bien montré sur des arbres aux États-Unis, sur 130 000 points d'observation, ça commence à faire beaucoup. Donc, sur l'axe des X, on a la variation du nombre d'espèces d'arbres, de une espèce à 70 espèces. Et puis, sur l'axe des Y, on a la diversité des pathogènes qui attaquent ces arbres. Alors, ce qu'on voit, c'est que pour un nombre d'espèces relativement faible, hein, faible en tout cas pour les forêts qui ont été étudiées, jusqu'à 30-35 espèces, plus vous avez d'espèces d'arbres, plus vous avez d'espèces de pathogènes. C'est normal, hein, certains pathogènes sont liés à tel ou tel type d'arbre, tel ou tel type d'espèce d'arbre, et donc plus vous augmentez les arbres, plus vous augmentez la diversité des pathogènes. Mais vous voyez aussi qu'au-delà de 30-35, la relation s'inverse, et plus vous avez d'arbres, moins vous avez de pathogènes en termes de diversité, de nombre d'espèces. Alors ça se comprend très facilement, puisque évidemment, plus vous avez d'espèces d'arbres mélangées, plus la distance qui sépare deux individus de la même espèce est grande, et donc plus c'est difficile pour un pathogène de passer d'un individu de cette espèce à un autre individu de la même espèce. Ça réduit donc cette diversité des arbres, ça réduit sa capacité à se disperser. Donc ça marche aussi, ce genre de relation. On commence à avoir des relations de ce genre sur des plantes cultivées, sur le riz, sur le blé, qui, lorsqu'on mélange des variétés, par exemple, résistent mieux également à des pathogènes. Alors, une forêt, c'est aussi quelque chose qui est variable dans l'espace. Ça fait partie d'ailleurs de la diversité. La diversité, elle n'est pas homogène dans l'espace, elle est hétérogène. Ça veut dire qu'il y a des endroits où il y a beaucoup d'espèces, d'autres où il y en a un petit peu moins, et en tout cas, d'un endroit à l'autre, les espèces ne sont pas adaptées aux mêmes conditions. On voit ça très très bien dans les forêts tropicales. Ici, vous avez un exemple en Indonésie. Donc, vous avez là 2 hectares de forêt qui apparaît comme une véritable mosaïque. Vous avez des taches blanches qui correspondent à des clairières, et puis des taches marron sombre qui correspondent à des zones de sénescence, les arbres vont tomber, et toutes les autres couleurs correspondent à des stades différents d'évolution de la forêt. Et donc finalement, on s'aperçoit que ce qu'on appelle la forêt, au fond, c'est une mosaïque de forêts, de multiples petites forêts, qui sont en cours de développement et qui ont atteint chacune des stades différents de développement. Et évidemment, à chacun de ces stades correspondent des cortèges végétaux et des cortèges animaux différents. Donc vous avez à l'échelon de la forêt une énorme diversité. Et par ailleurs, vous gagnez évidemment en stabilité, puisque lorsqu'un arbre tombe quelque part, par exemple, qu'il ouvre une clairière, eh bien évidemment, les plantes du sous-bois ne peuvent pas survivre, mais ce n'est pas un problème, puisqu'il n'y a pas très loin, à quelques dizaines ou centaines de mètres, il y a déjà une autre clairière qui existe, et donc des espèces qui vont pouvoir venir coloniser les nouvelles clairières et ainsi assurer le redémarrage de la forêt. Donc une forêt en bon état, c'est une forêt qui est hétérogène dans l'espace. Et la biodiversité est finalement quelque chose qui est lié aussi de façon très fondamentale à cette notion d'hétérogénéité dans le temps et dans l'espace.
Alors maintenant qu'on a vu un petit peu ce qu'était finalement cette diversité, hein, donc qu'il faut voir encore une fois comme une espèce de mosaïque d'éléments qui s'influencent les uns les autres, eh bien la situation de la biodiversité aujourd'hui dans le monde n'est pas bonne. Depuis les premiers voyageurs naturalistes en 1500, on a finalement des descriptions d'espèces assez précises qui permettent de suivre ces espèces qui ont été repérées au cours de l'histoire des sciences. Et donc, du coup, on arrive très vite à établir des taux de disparition d'espèces par cette méthode. Et vous voyez que depuis 1500, on considère que selon les groupes, on a en moyenne aux alentours de 1,5% des espèces qui auraient disparu. Alors, sachant qu'évidemment, ce chiffre, il est très probablement sous-estimé parce que, bien entendu, les espèces qui ont été décrites, c'est surtout les grosses espèces, hein, donc les gros animaux qui sont représentés ici, puis également les grosses plantes. Tout ce qui est de petite taille, évidemment, a été beaucoup plus long à repérer. Donc, un taux disons, de 1,5% en moyenne de disparition d'animaux, c'est énorme, hein. D'après les calculs qu'on a pu faire, les reconstitutions qu'on a pu faire sur l'évolution des taux d'extinction au cours de l'histoire de la planète, on serait ici probablement sur un rythme d'extinction de probablement 1000 fois plus élevé que les taux d'extinction qui ont été moyennés sur l'histoire de la planète. Donc, très clairement, il se passe quelque chose. Et évidemment, l'extinction d'une espèce, ça passe par la diminution progressive de ce qu'on appelle l'abondance de cette espèce, c'est-à-dire le nombre d'individus appartenant à cette espèce. Alors ça, on le voit très très bien au niveau mondial. Les populations sont suivies depuis les années 1970 et le WWF calcule ce qu'il appelle un indice d'abondance des vertébrés, qui est tout simplement le suivi de cette baisse d'abondance, de cette baisse du nombre d'individus de vertébrés. Et vous voyez que donc sur 40 ans et un peu plus, eh bien on a perdu 68% d'individus vertébrés. 68% d'individus vertébrés sur un peu plus de 40 ans. C'est un véritable effondrement des effectifs, des abondances des vertébrés à l'échelon planétaire. Cette tendance, on la retrouve en France hein, sur l'indicateur oiseaux, les oiseaux communs, qui sont suivis dans à peu près tous les milieux agricoles, bâtis, forestiers. Donc là, on voit qu'on a partout une baisse, là encore, de l'abondance des oiseaux qui sont suivis. Il y en a 75, 75 espèces d'oiseaux qui sont suivies en termes de nombre d'individus. Et vous voyez que dans les milieux bâtis et dans les milieux agricoles, on est pratiquement à 30% de baisse sur la période étudiée. Ça donne à peu près 1% de disparition d'individus oiseaux par an dans ces deux milieux. Alors évidemment, cette disparition d'oiseaux plus ou moins spécialisés sur les milieux forestiers et bâtis explique l'augmentation, vous voyez, de l'ordre de 20% des oiseaux généralistes. Et puis au passage, on remarque que sur les forêts, on a également une baisse des effectifs des oiseaux, mais beaucoup moins marquée qu'ailleurs. Très clairement, les forêts conservent un côté positif en termes d'habitat pour accueillir ces oiseaux. Alors on mesure les oiseaux, je ne l'ai pas dit, parce que les oiseaux, on les considère comme intégrateurs de tout ce qui se passe en amont, hein, puisque les oiseaux sont capables de consommer des végétaux, des graines ou des insectes, etc. Donc, ils intègrent au fond l'évolution de l'écosystème dans son ensemble. Un autre exemple qui est quand même démonstratif, en Allemagne, dans des prairies et dans des forêts, on a essayé de regarder depuis l'année 2008 la variation d'abondance. Alors là encore, en forêt, il n'y a pas vraiment de variation significative, donc là, c'est pas trop mauvais en termes de. Enfin, il y a pas de dégradation de la situation dans les forêts en Allemagne. Par contre, sur les milieux ouverts, sur les prairies, on a, vous voyez, presque 78% de perte d'individus invertébrés, arthropodes, dans ces milieux. Les arthropodes, c'est les insectes, les araignées, etc. Donc ça, c'était relativement attendu, puisqu'on sait qu'il y a des baisses d'abondance partout, et d'ailleurs, ces baisses d'abondance d'insectes expliquent sans doute en partie la baisse d'abondance des oiseaux. Mais un autre résultat qui a été montré en Allemagne, c'est que cette fois, aussi bien dans les forêts que dans les prairies, on a perdu depuis 2008 aux alentours de 35% d'espèces. Donc 35% d'espèces qui ont disparu, au moins localement, sur une période de temps très très courte.
Donc, il n'y a pas vraiment d'autres questions à se poser. Très clairement, tous les indicateurs nous montrent que nous sommes confrontés dans le monde entier à un véritable effondrement de la biodiversité. Alors, cet effondrement, pardon, de la biodiversité, il est connu en termes de causes. Les causes sont bien identifiées, hein, notamment dans le dernier rapport de la plateforme internationale sur la biodiversité et les services écosystémiques, hein, l'IPBES, dernier rapport qui est d'ailleurs le premier, publié en 2019. Donc là, on sait que la première cause sur les continents, notamment de la baisse de la biodiversité, c'est l'agriculture qui engendre bien entendu une perte d'habitat, une fragmentation des habitats et qui a aussi des effets néfastes en termes de pesticides. L'autre facteur qui est souvent explicatif de cette baisse de la biodiversité, c'est la surexploitation et la modification, là encore, des milieux. C'est particulièrement le cas dans les milieux marins avec la surpêche. Et puis enfin, le troisième facteur explicatif aujourd'hui, c'est le climat. Donc il n'est que le troisième facteur, si j'ose dire, mais évidemment, à cause de ces effets de désynchronisation, du fonctionnement saisonnier d'espèces hein, qui sont déréglés, hein. Par exemple, vous allez avoir des animaux qui vont sortir de leur léthargie hivernale avant l'apparition des ressources végétales correspondantes. Et puis surtout, le changement climatique, il va jouer un rôle euh, alors, en poussant, en obligeant en quelque sorte des espèces à migrer vers le nord dans l'hémisphère nord, puisque le changement climatique correspond à des variations, des déplacements dans l'espace des zones climatiques, c'est-à-dire des zones de pluie et des zones de température. Pour 1 degré de réchauffement moyen, on a à peu près dans l'hémisphère nord 150 km de migration des zones climatiques vers le nord. Et donc, il faut que la faune et la flore puissent suivre. Ce réchauffement climatique, évidemment, il n'est pas réparti là encore de façon homogène dans l'espace. Il est d'autant plus fort que l'on va vers les zones nord. Et ça, évidemment, ça aggrave les difficultés pour les espèces qui sont dans les zones froides aujourd'hui. Ça augmente les difficultés d'adaptation à ces changements climatiques. Alors le fait que ce climat change, notamment parce que température et humidité ne sont plus possibles pour telle ou telle espèce, les espèces vont disparaître localement. C'est ce qu'on voit ici. Sur l'axe des X, une augmentation, une indication de l'augmentation du réchauffement, et sur l'axe des Y, une indication de la perte en espèces. Et évidemment, c'est très corrélé. Plus le réchauffement est actif, plus localement les espèces disparaissent. Alors localement, ça veut dire que elles ont disparu de façon totale, c'est-à-dire qu'on ne les trouve plus nulle part ailleurs, ou alors elles ont disparu localement parce qu'elles ont bougé, et donc elles se retrouvent dans une autre localité. Alors ça, c'est facile à comprendre, hein. Avec le mouvement des zones climatiques, vous avez donc une espèce de grande course qui s'est engagée, une course de vitesse entre les espèces et puis ces zones climatiques. Et donc ici, avec les pointillés horizontaux, vous avez la représentation des distances qui doivent être parcourues par décennie en fonction des scénarios de changement climatique, le scénario le plus fort étant celui qui est indiqué en haut, le RCP 8.5, là. Et puis, vous avez donc sur les colonnes, avec les grosses lignes noires, une indication des capacités de dispersion de différents groupes d'organismes. Et vous voyez très clairement que pour beaucoup d'organismes, notamment les organismes végétaux, les capacités de dispersion sont tout à fait insuffisantes pour suivre, pour être capable de bouger suffisamment vite, de façon à rester compatible en termes de climat et de température. Alors, ceci est tellement vrai qu'aujourd'hui, on songe, et c'est quelque chose qui est déjà envisagé et qui est même déjà en partie pratiqué en forêt, on songe à faire ce qu'on appelle de la migration assistée, c'est-à-dire de prendre des arbres et de les remonter en latitude, puisque eux ne seront pas capables de le faire suffisamment vite en fonction de leur capacité de dispersion naturelle. Alors cette biodiversité, elle est évidemment liée, si on regarde l'ensemble des espèces qui sont présentes dans des forêts, elle est liée au développement de la forêt. Et donc, assez clairement, on a établi maintenant une relation entre l'âge de la forêt et la diversité biologique.
Et dans beaucoup de cas, la diversité maximum est obtenue pour des forêts qu'on peut considérer comme matures, relativement âgées, parfois un petit peu avant ces stades matures, mais évidemment, les forêts âgées, d'une manière générale, sont beaucoup plus riches en biodiversité que les forêts jeunes. Donc la question de l'âge de la forêt, hein, par rapport à l'objectif de conservation de la biodiversité, est extrêmement important. Ici, vous avez un autre exemple sur des forêts de montagne d'Europe centrale, où là aussi, on a plutôt tendance à avoir des diversités maximum d'animaux, de plantes et de champignons dans les stades relativement avancés de la forêt. Mais vous voyez que les stades, on va dire, matures ou prématures peuvent être aussi très riches en biodiversité, plus riches évidemment que les stades terminaux. Donc encore une fois, pour être clair, la diversité maximale, c'est sur des forêts âgées, mais pas nécessairement sur les forêts les plus âgées. Parfois, des stades précédents peuvent être les plus riches en termes de biodiversité. En termes de productivité, il y a également un lien avec l'âge de la forêt. Ici, vous avez un lien entre la diversité, pardon, pas l'âge de la forêt, j'ai dit une bêtise, hein, la diversité des arbres et puis la productivité. Ici, vous avez une étude aux USA et en Alaska. Donc, le nombre d'espèces varie, hein, de une à une dizaine. Et puis, sur l'axe des Y, donc, on a mesuré la productivité. Et vous voyez que dans la plupart des cas, il y a une ou deux exceptions, dans la plupart des cas, la productivité est corrélée positivement au nombre d'espèces d'arbres récoltables, hein, donc, ce qui permet donc de penser qu'on peut, dans une gestion forestière, aussi bien augmenter la production et augmenter finalement le côté accueillant pour la biodiversité, notamment la biodiversité des arbres. Il n'y a pas incompatibilité entre biodiversité et productivité. Ici, vous avez un autre résultat extrêmement intéressant, puisque ça concerne les forêts du monde entier, même s'il y a un biais, comme vous le voyez sur la carte, pour les forêts de l'hémisphère nord. Plus vous avez d'arbres en termes de nombre d'espèces, et bien plus la productivité augmente. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore beaucoup d'études qui font ce lien entre biodiversité des arbres et productivité, donc il faut rester prudent. Je ne peux pas affirmer, comme je l'ai fait pour les prairies, qu'il y a un lien positif entre productivité et biodiversité des arbres, mais les résultats commencent à arriver et vont pour l'instant, pour l'essentiel, dans ce sens-là. Alors évidemment, les résultats majeurs dans ce genre de questions, c'est les résultats issus d'expériences. Alors il y en a très peu, les forêts, comme vous le savez, ça pousse longtemps, c'est difficile à manipuler. Mais ici, on a une très belle étude qui a été menée en Chine, où on a fait varier dans des forêts donc, plantées, le nombre d'espèces, de 1 à 24 espèces, avec un grand nombre de parcelles, donc 150 000 arbres qui ont été plantés. Et on voit ici, sur 2 sites, et pour différentes années, que plus la richesse en arbres récoltables donc, augmente, plus le volume sur pied récoltable augmente également. Donc là encore, comme précédemment, il n'y a pas incompatibilité entre diversification du peuplement d'arbres et productivité de ce peuplement d'arbres. Bien entendu, il peut toujours y avoir des circonstances locales qui font que cette relation ne s'applique pas, mais ça semble aller dans le même sens que les relations que je vous ai montrées sur les prairies. Alors, la végétation, elle a aussi un impact sur l'environnement. Elle a un impact, bien entendu, sur la température, comme le montre cette carte de la région parisienne, avec par exemple la forêt de Vincennes là, sur la partie est de Paris, où lors de la canicule de 2003, 6 heures du matin, on avait pratiquement 8 degrés de différence entre certains quartiers de Paris et ce bois de Vincennes. Donc ça, évidemment, c'est un mécanisme connu, parce que les arbres interceptent le rayonnement, donc, mais également les arbres transpirent quand il fait chaud, et cette transpiration, cette conversion d'eau liquide en eau vapeur consomme de l'énergie, et donc ça va dans le sens du refroidissement. Donc en fait, la végétation, évidemment, s'adapte aux conditions de l'environnement physique et chimique, mais cette adaptation n'est pas la seule relation qui existe entre les plantes et l'environnement. Les plantes également, de façon passive par l'interception du rayonnement ou active par la transpiration, sont capables de modifier le climat local. Et bien entendu, la végétation modifie le climat
à travers son impact sur le cycle mondial du carbone, qui est représenté ici. Donc, sans rentrer dans le détail, dans l'atmosphère, on a une augmentation de la quantité exprimée ici en gigatonnes, c'est-à-dire en milliards de tonnes de carbone. Donc, une augmentation dans l'atmosphère de plus de 240 aujourd'hui milliards de tonnes de carbone supplémentaires. Mais vous voyez, dans la végétation, on a à peu près la même quantité, hein, entre 450 et 650 milliards de tonnes de carbone, et dans le sol, beaucoup plus. Et donc, on voit facilement que si on était capable d'augmenter la séquestration du carbone de façon significative, de quelques pourcents, on aurait un impact très important sur l'atmosphère. Et donc, c'est pour ça qu'on considère que les forêts, qui sont des puits naturels de carbone, peuvent avoir un rôle intéressant d'atténuation du changement climatique, comme vous le savez. Donc ça, c'est des résultats qui sont disponibles depuis 30 ou 40 ans, hein. Il y a longtemps qu'on imagine que la végétation en général et les forêts en particulier peuvent nous aider à réduire le changement climatique. Alors ce carbone dans les forêts, où il est? Il est essentiellement dans les forêts boréales, et puis également dans les forêts tropicales et tempérées, avec, comme vous le voyez sur ce schéma, qui n'est pas très pédagogique puisque le sol est représenté au-dessus de la végétation, et bien très souvent, une bonne partie du carbone, y compris dans les forêts tempérées, c'est de l'ordre de la moitié, voire un peu plus, et bien ce carbone, il est en partie fixé dans les sols sous forme de molécules organiques, d'humus, où il peut persister pendant 100 ans ou 1000 ans, ce qui veut dire que le carbone dans les sols, il est stocké de façon durable. Alors ici, vous avez une représentation des stocks de carbone dans des forêts de conifères, notées C, et dans des forêts de feuillus, notées B, avec la partie végétation donc en gris clair et la partie carbone du sol en noir. Vous voyez qu'en gros, il y a un peu moins de carbone dans la végétation conifère que dans la végétation feuillue, et dans le sol, dans pratiquement tous les cas, on a à peu près, là aussi, la même quantité de carbone dans les sols que dans la végétation. Donc le sol, c'est un élément extrêmement intéressant à prendre en compte quand on gère les forêts, puisque c'est un stock de carbone durable et extrêmement important sur le plan quantitatif. Alors ce carbone, d'où il vient? Il vient bien sûr de la mortalité végétale. Ici, vous avez une représentation théorique de ce qu'on peut attendre de l'évolution d'une végétation qui partirait de zéro sur 100 ans. Et bien évidemment, cette végétation augmente. La biomasse qui est marquée B ici tend vers un maximum, elle se stabilise. Le nombre d'espèces, comme on l'a dit tout à l'heure, tend également à augmenter au cours du temps, même s'il peut y avoir un petit décrochage vers la fin. Et puis, la matière organique des sols, le carbone organique des sols, lui aussi, il augmente au cours du temps. Donc, on peut faire l'hypothèse que si on fait des observations, plus les forêts sont avancées en âge, plus elles sont proches de la maturité, plus la teneur en carbone dans les sols est importante. Et c'est à peu près ce qu'on observe ici sur des forêts mixtes dans le sud-est de l'Ontario au Canada. Plus les forêts sont avancées en âge, plus on a une tendance qui est significative, qui est représentée par ces lignes droites, significative sur le plan statistique, donc plus on a de carbone qui est accumulé dans le sol. Alors, comme vous le savez, le changement climatique, il est lié à l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, donc on pourrait se dire, c'est une bonne nouvelle, plus il y a de CO2, plus les arbres vont pousser. Effectivement, il y a des bonnes raisons pour faire cette hypothèse, des raisons physiologiques tout à fait bien connues. Et c'est ce qu'on observe dans des expériences où on augmente le CO2 dans l'atmosphère. Eh bien, on voit un différentiel de production des arbres, de croissance des arbres, par rapport à une situation contrôle où on a laissé le CO2 en concentration normale. Mais on voit que cet effet, qui est très fort au début, très vite s'amenuise, et puis au bout d'une dizaine d'années grand maximum, eh bien pratiquement, il n'y a plus d'effet. Alors, pourquoi il n'y a plus d'effet? Eh bien tout simplement parce que l'appel de croissance supplémentaire autorisée par le CO2 génère un appel supplémentaire en nutriments, en azote en particulier, et que donc très vite, les sols vont se trouver surexploités en azote, et donc une carence tout simplement en azote va apparaître. Donc l'idée, c'est dans ce cas-là de faire une fertilisation azotée. Donc sur ce schéma un petit peu plus compliqué, c'est ce qui a été fait. On a sur un peuplement donc qui répondait mal
en termes de croissance de la production au CO2. On a amené donc plus de CO2 et de l'azote, et donc on a eu effectivement un niveau de croissance de nouveau important qui rejoignait les niveaux initiaux de gain de croissance en situation de CO2 élevé. Mais une fois de plus, au bout de quelques années, cet effet, même en présence d'azote, diminue. Et tout simplement parce que probablement derrière apparaît une carence en phosphore, en potassium, etc. Donc on voit que ça va être quand même compliqué d'imaginer que le CO2 qui augmente dans l'atmosphère va permettre plus de croissance des arbres. Donc ça veut dire que si on veut que les forêts aient vraiment un impact efficace sur le CO2 de l'atmosphère, évidemment, il y a des variations de gestion à faire, on l'a vu avant, on peut augmenter un peu le stock dans la végétation, on peut augmenter le stock dans les sols, mais si on veut avoir un impact très important, eh bien, ça veut dire qu'il faut augmenter les surfaces à l'échelon mondial. Et ça, ce n'est pas si simple que ça, puisque les surfaces forestières peuvent venir en compétition avec les surfaces agricoles. Alors, comme je l'ai évoqué rapidement avant, le mode de gestion, donc, évidemment, joue. Sur ce schéma, donc là aussi, qui porte sur 432 forêts tempérées dans le monde, hein, donc un échantillonnage extrêmement solide, eh bien, on a regardé quel était, selon qu'on exploite ou pas la forêt, c'est-à-dire selon qu'on récolte le bois ou pas, ce qui se passe en termes de carbone dans le sol. Eh bien, ces deux schémas un petit peu compliqués montrent qu'en termes de stock de carbone, l'exportation de bois conduit à une diminution en moyenne de 13% du stock de carbone dans le sol par rapport à une situation où il n'y a pas d'exportation de bois, sans effet très clair sur la teneur en carbone. Mais donc évidemment, ce résultat il est intéressant parce que c'est pratiquement un des premiers qui a été publié, mais en même temps, il est normal, puisque le carbone du sol, je l'ai dit tout à l'heure, ça provient de la mortalité végétale, qui elle-même est fonction de la productivité. Donc, plus vous exportez de bois, moins il y a de mortalité sur place, évidemment, et donc moins vous avez de carbone qui rentre dans le sol, ce qui tend petit à petit à faire diminuer le stock, puisque l'activité microbienne, elle, qui consomme le carbone du sol, bien reste relativement élevée. Donc, en quelque sorte, les sorties restent constantes, mais les entrées de carbone dans le sol sont diminuées, donc le bilan, c'est qu'on a une petite diminution. Autre aspect de la gestion, c'est les coupes à blanc. Après une coupe à blanc, évidemment, on refait un peuplement. Et là, cette étude très intéressante, hein, qui regarde les échanges de carbone entre l'écosystème forestier et puis l'atmosphère, montre que dans les premières années, jusqu'à une quinzaine d'années environ, eh bien, en fait, on a un bilan qui est négatif. C'est-à-dire qu'après la coupe à blanc, vous replantez des arbres, eh bien, il y a plus d'émissions de CO2 que de captation du CO2 par la croissance des arbres que vous venez de planter. Et il faut attendre donc une quinzaine d'années pour avoir un bilan qui devient intéressant par rapport au changement climatique, puisqu'à partir de là, effectivement, la forêt piège plus de carbone qu'elle en émet. Donc ici, au bout de 15 ans, la forêt est un piège à carbone. Avant 15 ans, il y a des chances pour qu'elle soit une source de CO2. Donc c'est pour ça aussi qu'une préconisation, c'est de diminuer au maximum euh, les coupes à blanc. Alors on sait très bien pourquoi c'est comme ça, hein, pourquoi il y a cette perte sur les premières années. Il y a des mécanismes qui sont liés au fait qu'on perturbe le sol et donc ça stimule l'activité microbienne qui dégrade le carbone du sol. Mais il y a aussi des mécanismes qui ont été découverts relativement récemment, où les nouveaux arbres stimulent l'activité microbienne pour trouver leurs nutriments, et ce faisant, donc leurs nutriments, c'est l'azote, le phosphore, etc. Et donc ce faisant, ils stimulent également la transformation du carbone organique en CO2 qui rejoint l'atmosphère. Voilà, donc après ces quelques éléments, donc peut-être la conclusion, c'est que très clairement, la forêt est une composante évidemment majeure du tissu vivant de la planète, hein. C'est là qu'on observe les masses vivantes les plus importantes, hein. Le monde vivant à l'échelon planétaire est dominé par l'élément végétal, qui est très concentré dans les forêts. Donc évidemment, toute évolution de la forêt a un impact pratiquement sur tout le fonctionnement du système Terre. Et donc cette forêt, elle est engagée finalement dans trois grands enjeux planétaires, hein, ou conséquences vitales, hein, pour les humains. Il s'agit là de préserver l'habitabilité de la planète, hein. C'est ça
à quoi nous sommes confrontés. Donc la forêt, elle a quelque chose à voir, on l'a vu, par rapport au dérèglement climatique, elle a quelque chose à voir par rapport à la 6e crise d'extinction des espèces, et elle a quelque chose à voir pour la transition énergétique, puisque derrière la transition énergétique, il y a la question de la production du bois matériau et du bois énergie. Et comme on l'a vu, une forêt qui est gérée de façon relativement modérée, en se rapprochant le plus possible de ce qu'on observe dans la nature, eh bien une forêt comme ça est capable finalement de jouer de façon positive sur la question de la productivité, de la biodiversité par la production d'habitat et de la séquestration du carbone. Donc productivité, biodiversité et séquestration du carbone sont 3 objectifs qui sont compatibles. Il faut adapter le mode de gestion en suivant quelques-unes des règles, il y en a beaucoup d'autres, que je vous ai proposées et en les adaptant bien entendu aux conditions locales, hein. Comme toujours, les règles en écologie s'appliquent de façon différente selon les questions locales, les conditions locales. Il faut toujours expliciter les conditions locales pour éviter d'éventuelles erreurs. Mais encore une fois, productivité, biodiversité et séquestration du carbone, ça marche ensemble. Et donc une fois qu'on a dit ça, bien évidemment, la forêt confère aux forestiers et aux usagers des forêts, hein, par exemple les gens qui consomment du bois, les architectes pour faire des bâtiments, et cetera. Du coup, toutes ces personnes qui s'occupent directement des forêts, eh bien, sont confrontées à des opportunités économiques nouvelles, mais également à des responsabilités nouvelles. Une partie de l'avenir du climat et de la biodiversité est entre leurs mains. Voilà, et moi je pense que c'est une bonne nouvelle pour la communauté des forestiers. Voilà, je vais donc m'arrêter là et je vous souhaite une bonne fin de conférence. Merci.